Bonsoir à vous tous. Je me présente, je suis Amélie Normand, directrice de l'Association forestière du Sud du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette web conférence sur la santé des sols, la biodiversité et la planification, offerte par Monsieur Jean-Sébastien Malo. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Donc, cette conférence est offerte dans le cadre de la stratégie, en fait, de la campagne de communication s'enraciner dans l'avenir de la Montérégie. C'est possible grâce au financement là, du gouvernement du Québec, soit le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ainsi que de l'implication des 14 MRC et de la table de concertation régionale de la Montérégie, ainsi que de l'Agence forestière de la Montérégie. Monsieur Malo va nous offrir une conférence. La période de questions va avoir lieu à la fin. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Malo, qui est ingénieur forestier, président de RF Biotique, conseiller forestier. Donc, à toi la parole, Jean-Sébastien. Oui, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien, premièrement? Donc, c'est ça. Nous, on est conseillers forestiers. On est quatre ingénieurs forestiers avec deux adjointes. On travaille sur les territoires. On est accrédité, dans le fond, comme conseiller forestier auprès des agences de mise en valeur des forêts privées de la Naudière, de la Mauricie et de la Montérégie. Donc, à ce titre-là, on est considéré comme des agents livreurs du programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées. On est aussi accrédité auprès du réseau Agri-Conseil, donc principalement pour les acériculteurs, les gens qui ont des entreprises agricoles enregistrées, qui ont droit à des services conseils financés via le programme de services conseils. Euh, on travaille aussi avec plusieurs collaborateurs, évidemment, là, dans le cadre de nos activités, ainsi que plusieurs sous-traitants. Donc, si on commence, dans le fond, je voulais surtout vous parler de l'aspect planification, ce qu'on offre là, comme service aux propriétaires de boisés privés. Euh, Puis c'est ça, dans le contexte actuel, on vit dans un contexte où on a beaucoup de bouleversements, notamment par rapport au changement climatique. Donc, on remarque là qu'il y a beaucoup d'insectes, de maladies, d'effets climatiques extrêmes qui changent notre façon de voir les choses puis d'aménager la forêt. Donc, c'est important que les propriétaires de boisés privés en soient bien conscients. Puis, c'est ça, ça fait en sorte qu'ils ont souvent besoin là, de conseils pour mieux aménager leur forêt, là, puis rendre leur forêt plus résiliente dans ce contexte-là. Donc, il peut y avoir des soucis de biodiversité, on perd certaines espèces tranquillement avec, par exemple, la maladie corticale du hêtre ou la grille du frêne. Donc, c'est des enjeux qui font partie de notre quotidien. On a aussi là, des forêts qui peuvent aider à séquestrer du carbone. Donc, les forêts privées sont des réservoirs de carbone. C'est à considérer dans le contexte actuel. Puis aussi, ben, c'est ça, avec l'étalement urbain, avec toutes sortes de perturbations sur le milieu forestier, on observe un morcellement là, des grands massifs forestiers. Donc, ça devient des habitats qui sont plus disparates, qui sont moins continus. Ça fait partie des enjeux. Donc, on essaie de conscientiser nos propriétaires sur ces effets-là. Fait que c'est dans ce contexte-là là, qu'on évolue. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, ben, c'est des exemples, là. On a des forêts qui sont envahies par le nerf brun, par exemple, qui est un arbuste qui est considéré comme une espèce exotique envahissante. Ça cause des problèmes de régénération. Les extrêmes climatiques, bon, ben, les gels hâtifs, toutes sortes de perturbations qui vont fragiliser les sols, comme dans cet exemple-ci. Ensuite, ce qu'on propose aux propriétaires forestiers,
c'est de connaître ses besoins, se questionner le plus possible pour établir là, les objectifs précis, pas qu'on se garoche n'importe où. On encourage une démarche d'aménagement forestier avec plusieurs objectifs, donc une forêt qui est plus multiressources. Puis pour bien conseiller les propriétaires, ben c'est ça, c'est mieux là, de bien connaître ce qu'on veut faire avec notre forêt. Donc, les usages qui sont les plus fréquents qu'on observe, c'est bon, la sériculture dans le sud du Québec, avec les émissions de contingents qu'il y a en ce moment. Il y a énormément de demandes là, pour l'aménagement des érablières. Donc, ça fait partie là, des demandes les plus fréquentes qu'on a, là, donc d'aménager les érablières. Les propriétaires font encore du bois de chauffage, ça peut être aussi du bois d'œuvre. Les forêts servent aussi pour la randonnée, pour des utilisations récréatives, la chasse, ça peut être pour de la cueillette. Donc, tous ces usages-là doivent être pris en considération par les conseillers forestiers comme nous pour bien conseiller le propriétaire là, pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Tout commence avec un statut de producteur forestier. C'est la pierre angulaire de la démarche d'aménagement forestier qu'on propose. Donc, c'est ce qui permet l'accès à plusieurs avantages, dont le plus important, là, le plus demandé, c'est le programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, qui est un programme de subvention qui est versé pour réaliser des travaux d'aménagement forestier. Ensuite de ça, il y a aussi un programme de remboursement de taxes foncières. Ça s'applique dans certains cas, pas pour tout le monde, ceux qui ne récupèrent pas déjà leurs taxes avec le programme agricole. Ben, il y a possibilité là, avec le programme de remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers de récupérer 85 des taxes municipales et scolaires. C'est versé sous forme de crédit d'impôt. Et on accumule ces crédits-là en réalisant des travaux d'aménagement forestier. Il y a d'autres programmes qui existent aussi, des programmes qui sont offerts par la Fondation de la Faune, des programmes de conservation. Ensuite de ça, ben, le statut de producteur forestier, il nous permet là, de récupérer des dépenses au niveau fiscal qui sont justifiées par une espérance de revenus futurs associée à l'aménagement de la forêt, donc rendement accru de la forêt. Dans les autres avantages fiscaux, un des plus importants, là, c'est l'exonération d'impôt sur le gain de capital. Si un propriétaire souhaite transférer sa terre à ses enfants, ben, il n'y aura pas d'impôt à payer sur le gain de capital s'il a maintenu un statut de producteur forestier dans le temps. Il faut aussi faire la démonstration qu'on a été assez actif là, au niveau de sa forêt pour y avoir droit, mais ça peut générer là, des avantages quand même importants. Autre avantage du statut de producteur forestier, c'est l'accès aux plans de reboisement qui sont produits par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, les propriétaires forestiers, que ce soit dans le cadre de projets de reboisement de friches agricoles abandonnées ou même d'enrichissement en milieu forestier pour améliorer la biodiversité, ben, il y a possibilité de faire des commandes de plans de reboisement. Donc, ça se fait via le conseiller forestier. Ensuite, la démarche d'aménagement forestier durable qu'on propose aux propriétaires forestiers, ça passe par plusieurs étapes. La première étape étant la réalisation du plan d'aménagement forestier. C'est suite à cette étape-là là, qu'on obtient le statut de producteur forestier. Puis ensuite de ça, ben là, il y a la mise en œuvre du plan. Donc, on y va par projet forestier. On va y aller en fonction là, des objectifs du propriétaire principalement, puis un paquet d'autres critères là, que je vais vous parler plus loin. Ensuite de ça, ben là, il y a tout le travail technique là, qu'on doit réaliser en amont des travaux, pendant, puis aussi après. Donc, ces travaux techniques-là qui permettent notamment d'obtenir les autorisations, principalement municipales, là, pour pouvoir réaliser les fameux travaux.
Ensuite de ça, ben, là vient la réalisation des travaux sylvicoles qu'on va partager en deux grandes catégories, c'est-à-dire les travaux non commerciaux, comme du reboisement ou du dégagement de régénération, donc des travaux qui ne génèrent pas de revenus de mise en marché de bois, contrairement aux travaux commerciaux ou comme des coupes sélectives, ces choses-là là, qui vont permettre de mettre en marché du bois qui vont générer des revenus. Donc, le plan d'aménagement forestier, donc la première étape. Le plan d'aménagement forestier, premièrement, c'est un portrait de la forêt du propriétaire forestier. Ça va être appuyé par une visite de la propriété là, qui va nous permettre là, de voir c'est quoi les essences, la densité, la hauteur, l'âge du peuplement. On va vérifier aussi s'il y a la présence d'éléments sensibles comme des milieux humides ou des espèces rares, menacées, vulnérables, des zones inaccessibles. Donc, on va aussi consigner dans le plan d'aménagement forestier les objectifs du propriétaire, toujours garder ça à l'esprit. Puis c'est ça, fait que la forêt va être visitée, puis après ça, analysée, puis on va séparer ça en peuplement forestier. Donc, c'est des zones relativement homogènes de forêt où le conseiller forestier va émettre des recommandations de travaux sylvicoles. Donc, ça peut être, comme je disais tantôt, du reboisement, des coupes sélectives, ces choses-là, avec toutes les définitions précises qu'on connaît. Donc, c'est un peu ça le contenu du plan d'aménagement forestier. C'est utile pour planifier à plus ou moins long terme les interventions qu'on veut réaliser. Euh, c'est ça. Fait que la réalisation des travaux, la mise en œuvre, c'est pas une obligation. Donc, au niveau des implications, c'est sûr qu'il ne faut pas aller à l'encontre de son plan, mais il n'y a pas non plus d'obligation là, de tout réaliser ce qui est proposé. Le plan est valide pour 10 ans. Puis, dans certains cas, ben, il y a on peut réaliser depuis quelques années des plans d'aménagement forestier bonifiés qu'on appelle. Donc là, pour certains propriétaires qui sont admissibles, quand il y a des éléments sensibles identifiés là, sur les cartes forestières dont on dispose, par exemple des milieux humides, des cours d'eau, s'il y a la présence d'espèces rares, menacées, vulnérables, ben, à ce moment-là, il va y avoir une description plus spécifique de ces éléments sensibles-là avec des recommandations spéciales là, pour mieux protéger les éléments sensibles. Donc, il va y avoir des fiches d'information complètes aussi là-dessus. Puis, cette bonification-là est offerte gratuitement là, puisqu'il y a un financement qui est disponible pour ça. Donc, il n'y a pas de supplément pour les propriétaires forestiers là, qui voudraient avoir ce plan-là qui est un peu plus élaboré. Donc, ça, c'est pour le plan d'aménagement forestier. Si on passe à l'autre étape, c'est-à-dire la planification des projets forestiers. Donc là, on va considérer, bon, qu'est-ce que le propriétaire veut faire en priorité. Donc, si son projet, c'est d'aménager les érablières, comme c'est ainsi, c'est souvent la priorité, aménager l'érablière pour pouvoir avoir une forêt qui est prête à installer de la tubuleur. Ben là, on va considérer ces objectifs-là, ainsi que les ressources disponibles. Là, évidemment, pour la réalisation des travaux, ben, ça prend de l'aide financière dans beaucoup de cas là, pour être capable de faire des projets rentables. Donc, c'est ça. Fait qu'à ce niveau-là, ben, on va monter un budget prévisionnel là, pour les travaux qu'on va demander aux propriétaires d'approuver. Puis, fait qu'on on va calculer les volumes de bois disponibles, on va estimer les revenus de mise en marché, les revenus d'aide financière versus tous les coûts du projet, comme les frais techniques, les frais pour la coupe de bois, le transport, les permis, etc. Puis, ce budget-là va nous permettre de vérifier si on a une redevance forestière ou un droit de coupe qu'on va pouvoir anticiper de verser aux propriétaires à la fin des travaux. Dans certains cas, si c'est des travaux non commerciaux, évidemment, c'est un coût net qu'on va calculer à la fin. Mais cette étape-là est importante là, pour savoir où est-ce qu'on s'en va avant d'intervenir en forêt. Donc,
Là, après ça, il y a un choix de formule qu'on va proposer aux propriétaires. Là. La plupart des conseillers forestiers comme nous vont proposer des services d'exécution de travaux. Donc, quand ça vaut la peine, ben, on va proposer la formule clé en main là, qui permet aux propriétaires d'avoir tout l'encadrement de supervision technique, tout ça, mais en plus un service d'exécution où là, on va gérer la réalisation des travaux avec des employés ou des sous-traitants. On va coordonner le transport, on va s'occuper de la mise en marché de bois. Euh, donc, donc, le projet va se faire tout seul sans que le propriétaire ait à s'impliquer. Mais il y a des propriétaires qui ont les ressources pour le faire, ils ont le temps, ils ont un peu d'équipement, ils ont les compétences pour le faire. Donc, ils ont toujours le choix là, de réaliser les travaux par leurs propres moyens. Et puis, l'aide financière leur est versée de la même manière que si c'était une formule clé en main. Donc, pour certains propriétaires qui veulent s'impliquer dans leur boisé personnellement, ben, c'est cette formule-là autogérée qu'on appelle là, qui peut être choisie. Donc, suite à tout ça, ben, il y a des ententes contractuelles là, qui sont conclues entre le conseiller et le propriétaire, ainsi qu'avec la sous-traitance là, si nécessaire. Ensuite, pour les travaux techniques qu'on a réalisés, c'est là que les ingénieurs forestiers là, vont vraiment s'impliquer là, dans le processus. Donc, en amont des travaux, ce n'est pas laissé au hasard. Il y a des inventaires forestiers précis qui sont réalisés sur les parcelles visées par les travaux du projet. Donc, les inventaires forestiers vont permettre d'avoir une fine analyse là, des peuplements forestiers à traiter. C'est là qu'on va déterminer le niveau de prélèvement, les zones à protéger. C'est là qu'on va calculer les superficies qui vont être mesurées sur le terrain, les travaux vont être balisés. Et puis, suite à ça, ben, l'ingénieur forestier va rédiger une prescription sylvicole qui va être un peu le résultat de son analyse des inventaires forestiers. Et puis, cette prescription-là, ben, elle va servir notamment à adresser une demande d'aide financière dans le cas des travaux subventionnés. Ça va permettre aussi là, de déposer une demande de permis auprès de la municipalité pour obtenir les autorisations municipales. Donc, cette prescription-là, ben, c'est ça, avec l'aide financière qui est indiquée aussi sur le document, ben, ça devient en même temps aussi là, un engagement du propriétaire à protéger ces travaux-là pour une certaine période selon les régions, là. Donc, le propriétaire s'engage à respecter dans les années qui suivent le versement de la subvention, il s'engage à maintenir une vocation forestière sur le site, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'aller couper quelques arbres par la suite, mais il doit maintenir sa forêt quand même assez intacte. On fait aussi bon, l'étape du martelage, donc c'est pas laissé au hasard, là, les arbres qui sont sélectionnés et qui ont été prévus de retirer dans la prescription. On va les marquer avec de la peinture pour que l'entrepreneur puisse savoir quels arbres récolter. Ensuite, vient l'étape de la réalisation des travaux. Donc là, comme je disais tantôt, on distingue les deux grandes catégories de travaux, les travaux non commerciaux, les travaux commerciaux. Fait que si on parle de non commerciaux, donc par exemple, ça peut être du reboisement de friches agricoles, donc des sites qui sont laissés un peu à l'abandon, il n'y a plus d'agriculture. Dans certains cas, ça va nécessiter l'autorisation d'un agronome du ministère de l'Agriculture. Mais dans beaucoup de cas, là, c'est ça, on va reboiser la friche avec des arbres qui sont fournis par le gouvernement. Donc, ça peut être des arbres feuillus, des arbres résineux. La plupart des espèces reboisées, ce sont des espèces indigènes là, qui sont produites en pépinière. Et puis, suite à ces travaux-là, ben, il peut y avoir de l'entretien qui va être aussi financé. Donc, pour dégager les plants, s'assurer de leur croissance, leur survie, puis aussi pour avoir des arbres de belle qualité pour l'avenir. On va aussi intervenir dans des jeunes forêts, parfois, là, qui ont été peut-être coupées
sévèrement le 10, 15, 20 ans, puis que là, toute la forêt régionale mais très, très dense. Donc là, on va faire une sélection des jeunes tiges d'avenir pour accélérer la croissance des plus beaux arbres, puis avoir une plus belle forêt pour l'avenir. Ensuite, ben, c'est ça, il y a les travaux commerciaux. Donc, quand on dit des travaux commerciaux, ça veut dire des travaux qui génèrent des revenus de mise en marché de bois. Alors, il y a toute une panoplie de coupes sélectives là, qu'on connaît, dont le jardinage, les éclaircies commerciales. C'est ça, ces travaux-là vont générer des bois qu'on doit aller chercher. Là, donc, il faut prévoir des accès à la forêt là, pour éviter de déplacer les arbres sur des trop longues distances. Fait qu'on va pouvoir aussi conseiller les propriétaires pour aménager des chemins forestiers euh, en respectant les normes environnementales, notamment pour les traverses de cours d'eau, les bandes riveraines à respecter, ces choses-là. Ensuite, dans les autres services qu'on offre là, comme conseiller forestier, j'en ai parlé un petit peu au début, beaucoup de services aux acériculteurs avec les émissions de contingents. Là, on doit produire des plans d'érablière pour évaluer le potentiel acéricole au tout début, pour orienter les entreprises acéricoles là, un peu pour calculer ce qu'ils vont pouvoir espérer avoir comme contingent. Donc, on va aussi mesurer les superficies, on va valider les entailles installées, on va vérifier la régie d'entaillage pour s'assurer que les normes d'entaillage sont bien respectées. Dans certains cas d'érablière en dépérissement, on peut faire des diagnostics d'état de santé d'érablière, donc avec des analyses de sol pour vérifier s'il y a des carences nutritives au niveau du sol. Il y a un diagnostic qui va être posé, puis qui va permettre, dans certains cas, un amendement ou un chaulage là, des érablières pour corriger un peu l'acidité, puis permettre à l'érable d'avoir une meilleure croissance, une meilleure survie. Ensuite de ça, d'autres services que beaucoup de conseillers forestiers vont offrir, c'est d'identifier les milieux humides, les milieux sensibles. C'est où que ça commence, où est-ce que ça finit, à partir de quelles limites on peut intervenir ou comment intervenir dans ces milieux-là. Des fois, c'est même pour des projets de construction résidentielle. Là, c'est pas toujours dans le cadre de travaux forestiers, c'est dans toutes sortes de contextes. Donc, plusieurs ingénieurs forestiers là, ils ont développé la compétence pour faire ces mandats-là, qui peuvent aussi être faits par des biologistes dans certains cas. Ensuite, on fait beaucoup d'évaluations forestières aussi, des litiges forestiers, malheureusement, des coupes illégales. Des fois, c'est pour calculer des valeurs la valeur d'une forêt au complet pour du refinancement ou des transferts. Donc, on peut faire ces inventaires-là puis ces expertises-là. Aussi, les expertises en voirie forestière, donc pour trouver la meilleure façon d'accéder à une forêt, respecter les normes, calculer des dimensionnements des ponceaux à partir d'un calcul de débit d'un bassin versant. C'est d'autres exemples de mandats qui peuvent nous être confiés. Donc, en gros, ça ressemble à ça, la démarche d'aménagement forestier. Là, c'est concis. Il y a peut-être beaucoup d'autres choses à discuter, mais principalement, là, c'est ça la démarche que les conseillers forestiers peuvent offrir aux propriétaires de boisés privés. Ça fait pas mal le tour. S'il y a des questions, je suis ouvert. On a le temps pour en masse pour des questions. Ben oui, je l'ai fait rapide. Ouais, ça a été, ça a été un bon résumé. Je pense que on peut y aller avec une belle période d'échange entre nous tous. Il y avait une question, je peux peut-être commencer déjà avec une question dans le chat. Bon, il y en a qui ont déjà répondu, là, mais peut-être Ouais, il y avait dans le cadre de, je sais pas si Jean-Sébastien t'es bon dans le chat, mais dans le cadre de loisirs, réaménager un cours d'eau dans le but de réintroduire la truite avec un projet applicable. Et bon, M. Blanchette mentionnait là, que c'était peut-être
Bien C'est moins d'aller voir, des voir. projets forestiers, ça, c'est peut-être des projets qui peuvent être financés via les programmes de la Fondation de la Faune. Donc, ça, il s'agirait de voir avec la Fondation. Là, je sais qu'il y a des initiatives à ce niveau-là, mais c'est pas directement financé par les programmes forestiers, là. Il y a une question, qu'est-ce que ça veut dire exactement une coupe de Une coupe de jardinage? jardinage, c'est une coupe sélective, c'est une coupe partielle. Normalement, ça va jouer entre 20 et 35 de prélèvement. C'est une coupe qui s'applique là, souvent dans les forêts inéquoiennes, qu'on va dire, donc des forêts où il y a plusieurs classes d'âge. Donc là, les arbres qui sont sélectionnés, ben, ils peuvent avoir plusieurs objectifs, là, mais le but, c'est de finir avec une forêt en meilleure santé. Donc, on va prélever les arbres qui sont défectueux ou qui sont malsains. Il va y avoir un souci là, aussi de maintenir la biodiversité dans des coupes de jardinage. Il y a le jardinage acérico-forestier là, qui vise aussi là, à développer les érables. Donc, c'est une coupe sélective finalement. D'ailleurs, dans le chat, je vais vous partager un lien vers notre site web. Enter. Voilà, vous allez avoir là, en visuel un peu par photo puis par texte là, les différents types de coupes. On a même des photos 360 degrés là, de certains travaux, fait que ça peut être une façon de bien les voir. Euh, on a une question sur que veut dire les contingents? Les contingents, c'est les quotas. Les contingents acéricoles, là, comme je parlais tantôt, c'est ça, c'est un quota pour produire du sirop d'érable. Donc, une espèce de droit de livrer du sirop d'érable avec une quantité définie aux producteurs et productrices acéricoles du Québec, là, qui est l'organisme qui gère la mise en marché du sirop d'érable. Il y a une autre question. Avant que je pose l'autre question, n'hésitez pas à vous tous, là, vous pouvez lever la main, puis je vais vous donner là, le droit de parole là, pour poser directement vos questions. Là, ça va nous faire plaisir. Donc, pouvez-vous nous parler de la maladie du hêtre, maladie Oui, la corticale du maladie du hêtre? hêtre, c'est la maladie corticale du hêtre qu'elle s'appelle. C'est très, très répandu. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça, dans le fond, au niveau forestier. C'est causé par un insecte microscopique, perceur d'écorce, une cochenille. Elle va s'installer sur l'écorce. Dans la première phase de la maladie, là, on va voir, ça ressemble à une poudre blanche, c'est un peu son cocon, si je ne me trompe pas. Donc, l'insecte va finir par percer l'écorce, va sécréter un produit qui va retarder ou empêcher la cicatrisation du trou. Puis, il y a deux spores de champignons présents dans l'air qui vont infecter le trou. Puis là, la maladie commence comme telle, là. Donc là, le champignon va dégrader le bois. C'est assez rapide à partir du moment où on voit les symptômes de la deuxième phase de la maladie. On peut perdre le bois dans un horizon de 2, 3 ans. Donc, le bois devient cotis, comme on dit, là. Donc, il est irrécupérable. Donc, quand on a des forêts avec du hêtre infecté, ben, là, on va voir là, que tu sais, la sève ne monte plus, donc la cime va commencer à dépérir, on va avoir un taux de cime morte, puis là, ben, c'est le temps de récupérer, récolter le bois de hêtre là, avant qu'il soit complètement perdu. C'est sûr que dans certains cas, là, la maladie peut être tellement avancée qu'il il y a presque plus de fibres à récupérer. On recommande des fois de laisser certains arbres mourants ou morts complètement pour que les oiseaux aillent dedans, là, puis, tu sais, comme des chicots, là, pour des considérations fauniques. Quand ça n'a pas un enjeu de sécurité ou que ça risque pas trop de tomber sur la tubulure, par exemple, en érablière, là, parce que la hêtre est souvent associée aux forêts d'érable. Donc, c'est un peu ça la maladie corticale. Il y a plusieurs questions dans le chat, mais je vais laisser la parole à Jacinthe Caron. À toi. Oh, Jacinthe, je t'invite à poser ta question. J'ai vu que tu avais levé la main.
pense que son micro est fermé. Ouais, peut-être. En attendant, quelles sont les exploitations forestières possibles en milieu humide? J'ai mal compris la question. Quelles sont les exploitations forestières en milieu humide Ouais, en milieu humide, possibles? ben oui, c'est possible des milieux humides boisés d'intervenir là, dans certains cas. C'est sûr qu'on doit apporter des mesures de protection, par exemple, d'attendre en période hivernale quand que le sol a une meilleure capacité portante. On peut réduire un peu le prélèvement aussi là, pour éviter que trop d'arbres qui boivent de l'eau ne boivent plus d'eau, donc éviter des montées de nappes phréatiques puis de rendre le terrain encore plus humide. Donc, ça peut être des. Puis on peut aussi là, utiliser les débris de coupe des fois pour faire un tapis de branches là, juste pour aider le sol à supporter le passage des équipements qui vont faire la récolte. Fait il y a plusieurs façons là, de protéger le milieu humide, mais on peut quand même intervenir jusqu'à un certain niveau de prélèvement aussi là, qui peut être limité en vertu des règlements. Maintenant, je laisserai la parole à Monsieur Bernard Filion. Bonjour. Je vais passer rapidement sur l'aspect fiscal. Puis Oui. j'ai quand même lu là-dessus, puis on parle de quand on a un boisé pour des fins récréatives, ben là, semble avoir accès au crédit de taxe versus une espérance de revenu. Pourriez-vous nous démêler ça un peu, parce que c'est quand même une notion assez importante. Oui, ben effectivement, là, c'est sûr, on n'est pas fiscaliste, là, mais il y a quand même des mesures qui s'offrent aux producteurs forestiers. Puis d'ailleurs, il y a dans la plupart des régions, là, les syndicats de producteurs de bois offrent des formations sur la fiscalité du producteur forestier. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre davantage là-dessus, là, il y a certainement des formations qui sont offertes dans votre région. Tu sais, on peut parler aussi là, d'étalement de revenus possible, tu sais, pour éviter les impacts fiscaux d'une récolte d'une année. On peut étaler les revenus. Donc, c'est ça. C'est du cas Ouais, par cas, là. ma question est plus, qu'est-ce qu'on peut déduire ou qu'est-ce qu'on peut pas déduire? C'est dans quelle situation parce que souvent, c'est des dépenses d'appoint, hein, la foresterie, là, c'est pas des revenus d'appoint. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est des dépenses certaines sont amortissables. Tu sais, là, mettons, les équipements forestiers, il peut y avoir des dépenses de construction d'un chemin forestier. Donc, tout ce qui sert, dans le fond, à aménager la forêt puis à avoir un revenu futur à plus ou moins long terme, ben, normalement, là, ça devient une dépense qui est déductible pour le producteur forestier. Ouais, mais la subtilité, c'est, mettons qu'on fait un chemin forestier, mais on peut avoir un crédit de taxe parce qu'on Oui. travaille avec, mais aussi on peut le déduire dans nos dépenses. Quand est-ce, aussi qu'on trace la ligne, là, quand est-ce qu'on reste sur crédit de taxe l'année suivante, on, on récupère, on coupe des taxes une année, mais l'année suivante, on le met comme revenu versus une dépense d'entreprise. C'est ça que j'ai de la misère à démêler, même en lisant dans les documents, là. Ouais, si je me trompe pas, là, je ne veux pas aller trop loin dans la fiscalité parce que je ne suis pas comptable, mais c'est ça, tu sais, le crédit de taxe, dans le fond, tu sais, il va être plafonné par les crédits qu'on va accumuler. Par exemple, en faisant votre chemin, il y a un taux qui est prévu par kilomètre qu'on peut doubler avec preuve de paiement. Puis là, ben ça vient remplir une banque de crédit. Mais cette banque de crédit-là, après 10 ans, elle va s'effacer, là. Fait que, tu sais, l'important, c'est de pouvoir utiliser des fois, il y en a qui ne peuvent pas utiliser tous les crédits parce qu'ils en accumulent trop. Fait que, donc, ça, le crédit de taxe, c'est une chose, mais les dépenses, c'est autre chose aussi, là. Mais c'est un et l'autre et un ou Ça peut être un l'autre. et l'autre, OK. C'est bon. si je ne me Merci. trompe pas. Donc, à toi, à nouveau, à toi, Jacinthe. Je l'entends pas.
On, on voit que ton micro est ouvert, mais Faut qu'elle ouvre le micro dans le bas à gauche de l'écran. peut-être poser ta question dans le chat si. Ouais. Donc, on avait une question ici. Arrive-t-il qu'une municipalité entre en conflit avec le plan forestier d'un particulier? C'est possible. Malheureusement, il y a des municipalités qui ont, c'est ça, les réglementations sont pas pareilles partout. Dans certains cas, ils peuvent limiter, ils ne seraient pas supposés d'interdire complètement l'aménagement forestier, mais des fois, c'est très limitant, fait que ça peut réduire, par exemple, les taux de prélèvement ou dire limiter certains secteurs par rapport à du zonage. Fait que, effectivement, c'est toujours mieux de vérifier la réglementation municipale avant d'intervenir, que ce soit par l'entremise d'un conseiller ou par ses propres initiatives. Donc, c'est important de vérifier là, parce qu'effectivement, des fois, ça accroche. Des fois, il y a des délais aussi. Là, il faut prévoir souvent de 2 semaines à un mois là, pour obtenir un permis. Là. Fait que si on est pressé, dans certains cas, ça ne prend pas 3 jours. Là. Euh, Si on a déjà fait une coupe commerciale, est-ce qu'on peut-on reboiser le chemin fait par la machinerie? Est-ce considéré comme une friche? Non, ça ne sera pas considéré comme une friche, mais c'est pas défendu de reboiser les sentiers de débardage là, dans la mesure où il y a pas trop de débris de coupe. Puis c'est surtout un milieu où il y a quand même un peu plus de lumière. Fait qu'effectivement, s'il manque de régénération suite à la coupe ou si on veut juste devancer la régénération naturelle au lieu d'attendre que la régénération s'installe ou on veut contrôler un peu les espèces qui vont pousser. Effectivement, on peut planter des arbres, on va appeler ça de l'enrichissement, donc soit en bordure des souches ou dans les sentiers de débardage, effectivement. Mais c'est sûr que si on prévoit de réutiliser ces sentiers-là dans une prochaine éclaircie dans 15 ans, 20 ans, ben là, tu sais, c'est sûr qu'on risque d'endommager les jeunes arbres qu'on a plantés. Ou sinon, il va falloir faire d'autres sentiers ailleurs. Mais si on veut concentrer toujours le passage de la machinerie à la même place, c'est peut-être mieux de ne pas les reboiser à ce moment-là. Là, je suis pas sûre. Je vais essayer de la virer en question. Est-ce que c'est possible de faire de l'aménagement d'une randonnée récréative dans une forêt laissée à l'abandon? Mais je suis pas sûre si c'est la bonne question. Oui, oui, mais Euh, c'est toujours ok. un choix de vocation. Tu sais, puis un n'empêche pas l'autre. Là, c'est possible de faire de l'aménagement forestier puis de réutiliser des fois des sentiers qui ont été créés pour sortir du bois, puis après ça, créer des sentiers récréatifs. Fait que, c'est sûr qu'il peut y avoir un souci plus important pour l'esthétique du résultat. Là, tu sais, à court terme, des fois, il y a un peu de débris de coupe, tout ça. Fait que c'est à considérer si on veut faire des sentiers récréatifs, mais un n'empêche pas l'autre. Là. Donc, au contraire, on encourage que, tu sais, les propriétaires à avoir plus qu'une utilisation à leur forêt pour pouvoir en profiter au maximum. Là. Euh, Quelles sont les ressources pour nous aider si on a une espèce exotique envahissante sur notre terrain? Est-ce qu'il y a de l'aide financière pour ça? Bonne question pour les espèces. Tu sais, c'est sûr que il y a beaucoup d'informations qui est disponible. Là. Nous, on en a. Il y a des fiches d'informations, comment intervenir, comment éradiquer. C'est pas miraculeux, là, c'est souvent de l'arrachage, mais, mais c'est ça. Puis au niveau de l'aide financière, il faudrait que je vérifie. Là, je ne suis pas certain qu'il y a des programmes spécifiques pour ça. Euh, oui, là, il y avait une question sur les sols. Peut-être nous parler un peu des sols, des types de sols, quel type d'aménagement qu'on peut faire.
Tu sais, les bons sols pour certaines espèces d'arbres, peut-être? Peut-être nous faire un petit tour. Ben, c'est ça, tu sais, les sols, ça va être considéré par l'ingénieur forestier là, au niveau de sa granulométrie, au niveau de sa fertilité, du régime hydrique, tu sais, s'il y a des sols plus humides, moins humides. Fait que là, il va y avoir des choix d'espèces à considérer par rapport à ces aspects-là du sol comme tel. Puis il faut voir aussi, là, des fois, il peut y avoir des sols, comme je disais tantôt, des sols plus acidifiés où est-ce que certaines espèces vont devenir envahissantes, là, comme le hêtre à grande feuille. Dans les sols acidifiés, ben, il va avoir tendance à se régénérer fortement puis à prendre la place de l'érable. Fait que c'est sûr que le sol est à considérer, mais il n'y a pas habituellement pas de fertilisation là, importante là, qui se fait dans le cadre des programmes forestiers, là. Mais la protection des sols, ça reste quand même un aspect important là, dans nos pratiques. Dans un contexte de changement climatique, y a-tu Oui, des ben c'est éléments à ça. tenir compte? Effectivement, quand ça gèle plus, tu sais, on veut éviter de créer des ornières puis tout ça. Là, fait que dans les changements climatiques, là, c'est sûr que ça a un impact sur les sols au niveau de l'érosion notamment. Puis, fait que, effectivement. Euh, Là, je vais vraiment en ordre, là. Il y a peut-être des choses qu'on revient sur certains sujets. Là, je veux juste pas m'échapper dans vos questions. Gênez-vous pas aussi, vous pouvez les poser de vive voix également. Je surveille les mains levées. Faut-il abattre les êtres déjà morts par sécurité? S'ils sont à proximité du sentier, à portée de cime du sentier ou près des tuyaux collecteurs, là, les mains dans les érablières, ben effectivement, ce serait peut-être mieux de les éliminer. Mais tu sais, on appelle ça des chicots, là, les armoires. Tu sais, si le tronc est pas trop haut, qui est assez gros, encore assez solide, ben comme j'expliquais tantôt, ça peut servir pour la fonte. Donc à ce moment-là, c'est peut-être mieux de les conserver. Fait que s'ils sont loin et ils ne dérangent pas vraiment, le mieux c'est de les conserver parce qu'ils ont de toute façon, ils n'ont pas de valeur. Ils ont une valeur écologique, dans le fond, là. Fait que, tu sais, au niveau calorifique, il y a plus d'utilisation possible, puis ni pour produire du bois d'œuvre ou quoi que ce soit. Donc, on est mieux de les conserver s'il n'y a pas un enjeu de sécurité. Tantôt, tu as mentionné les plans d'aménagement bonifiés. Peut-être Oui, donner un peu plus de détails sur ça. oui, c'est ça, c'est un programme spécial. Euh, Nous autres, on a travaillé là, avec le projet pilote dans les tout débuts, là, 4-5 ans. Donc, on a des cartes là, qui nous permettent de présumer des éléments sensibles. Donc, les milieux humides, ça ne veut pas dire qu'ils sont caractérisés terrain, mais on a des cartes qui nous disent qu'il y a des milieux humides à certains endroits, faire attention. Ça peut être là aussi pour des espèces fauniques ou floristiques qui sont considérées rares, menacées ou vulnérables. Fait que c'est des cartes d'occurrence. Ça ne veut pas dire que ces espèces-là sont nécessairement présentes, mais ça peut être validé sur le terrain par les ingénieurs forestiers. Puis là, donc là, on va associer ça au plan d'aménagement. Là. Donc, au niveau spatial, on va déterminer les secteurs où est-ce qu'ils sont présents. Puis on va recommander des mesures de protection particulières pour maintenir ces attributs-là. Donc, c'est un peu ça, là, il y a des fiches d'information qui sont incluses au plan. Et puis, c'est ça. C'est un programme qui permet de financer le supplément de travail là, qui est occasionné par cette caractérisation-là. Euh, Autre chose, je vois, ouais, je vois qu'il y a des questions ouais, sur la santé des sols, là, ça revient parce qu'effectivement, ça faisait partie de notre type de conférence. Non, il n'y a pas de deuxième partie, fait que si vous avez d'autres questions J'ai sur moins de les contenu sols, sur ce point-là là, de ce que j'ai parlé. ouais. Mais je sais que ma collègue Mélanie elle avait fait une conférence il y a quelques années sur la santé des sols, fait qu'on pourrait peut-être le mettre en complément là, sur notre site web là, où vous le transférez là, sa présentation. Fait que je vais faire un petit suivi là-dessus.
pour vous donner d'autres infos là, pour ça. Euh, Là, il y avait, on revient au niveau fiscalité. Quels sont les critères pour l'exonération sur gain en capital avec transfert intergénération? Ben, l'important, c'est de maintenir le statut de producteur forestier dans le temps. Là, tu sais, je disais que le plan il est bon pour 10 ans. Quand on renouvelle le plan après 10 ans, on renouvelle le statut de producteur forestier. Fait que c'est important qu'il y ait un aspect continu dans le temps pour éviter des pénalités au niveau de ce programme-là. Puis le fiscaliste, pour l'appliquer, ben, tu sais, il va vouloir avoir une démonstration là, qu'il y a eu de l'activité en forêt. Là, tu sais, c'est pas juste on fait un plan aux 10 ans puis on fait rien. Donc, toutes les preuves qui peuvent servir à démontrer qu'il y a eu de l'aménagement forestier, par exemple, si on a commandé des arbres pour planter une année, une autre année, certains travaux, tu sais, les documents que l'ingénieur forestier produit, les prescriptions sylvicoles, les rapports d'exécution, c'est toutes des preuves comme quoi il y a eu des travaux d'aménagement forestier. Par exemple, si vous faites venir une pelle mécanique pour améliorer un chemin, ça va être considéré comme des travaux qui ont une incidence sur l'amélioration de la forêt. Donc, c'est de l'aménagement. Fait que ça peut compter. Fait que les critères, c'est vraiment d'avoir un plan d'aménagement forestier maintenu dans le temps, un peu de travaux, sans que ça soit très, très précis, là, mais un peu de travaux réalisés. Puis évidemment, un transfert intergénérationnel, là, je sais que ça peut fonctionner, même si c'est des enfants adoptés. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Là, ça fonctionne. Si je peux me permettre d'interrompre, euh, j'ai trois fils, j'ai 71 ans, puis j'ai consulté trois fiscalistes dans les 3 dernières années. La façon de transmettre notre boisé à nos fils ou nos grands-enfants, c'est la société en nom collectif. En faisant ça, vous êtes reconnu comme producteur agricole. Votre gain à capital n'est pas de 100 000, mais de 1 250 000 $ Et c'est la façon de transmettre votre boisé à votre génération future de façon, financière adéquate. Mhm. Et ceci est non contestable après 2 ans que la société en nom collectif est reconnue. Moi, ça fait 4 ans, donc je peux transmettre mon boisé qui vaut au-dessus d'1 million sans gain en capital. Donc, il faut que vous alliez voir des fiscalistes, pas un, des fiscalistes. Oui. Celui qui m'a le plus aidé, c'est le fiscaliste en chef de l'UPA à Saint-Hyacinthe. Donc, pour les gens qui espèrent donner leur boisé à leur génération future, je conseille fortement d'aller voir des fiscalistes. Pas un, des fiscalistes. C'est le même conseil qu'on donne. Effectivement, là, il y a des gens qui sont spécialisés à ce niveau-là. Il y a des fiscalistes, des comptables là, qui sont spécialisés au niveau agricole, forestier. Là, donc, c'est les personnes à consulter pour ça, pour les technicalités là, qu'on ne connaît pas toujours dans les détails. Là. Il y avait, je ne sais pas s'il y a d'autres questions de vive voix. Sinon, on peut aller avec une autre question. Avez-vous commencé à faire de la migration assistée de la forêt pour compenser les pertes d'espèces affectées par les espèces exotiques envahissantes et dues au réchauffement climatique? Oui, effectivement, on se rend compte qu'avec les changements climatiques, on peut se permettre de monter les espèces là, vers le nord à des endroits où on dépasse un petit peu leur limite naturelle de distribution. Donc, effectivement, là, tu sais, l'idée, c'est d'augmenter la biodiversité aussi. Là, donc, au-delà de la migration des espèces, c'est aussi là, de varier la régénération. Là. Donc, pas juste se contenter de deux, trois espèces, on peut y aller avec d'autres. Puis, tu sais, le conseiller forestier va pouvoir recommander des choix pour avoir un bon succès aussi. Là. Donc,
effectivement, la migration des espèces, c'est déjà considéré. On le fait. Prochaine, je vois pas de main levée. Donc, prochaine question, mais je suis pas sûre de bien saisir, mais en tout cas, les éclaircies sont-elles considérées comme friches, comme des friches? Les Euh, éclaircies, ben, si on a des c'est petites des- ouvertures, peut-être que ok. la personne veut dire une Ouais. ouverture dans le couvert forestier, là. En fait, les friches, c'est un terme général, là, mais si on a des ouvertures assez importantes du couvert forestier où il y a pas vraiment de régénération, ben oui, ça peut être reboisé comme une friche agricole abandonnée de grande surface, là. Fait que, tu sais, il y a des fois des minimums de superficie à atteindre là, pour avoir droit à de l'aide financière dans le cadre des programmes. Puis ça varie d'une région à l'autre. C'est des normes administratives locales. Mais oui, là, si on a une mini-friche herbacée ou avec très peu de régénération au milieu d'un boisé, là, ça peut faire l'objet d'un projet de reboisement possiblement financé. Puis dans tous les cas, là, même si ce n'est pas financé directement avec une subvention, les plans sont quand même disponibles, là. Fait que, tu sais, si c'est des petites éclaircies, le propriétaire, par ses propres moyens, peut obtenir les plans puis aller reboiser ça lui-même puis faire un peu d'entretien. Puis s'il n'y a pas d'aide financière, dans certains cas, on peut aller chercher le financement avec le programme de remboursement de taxes foncières, donc aller chercher des crédits d'impôt associés aux travaux qui seront nécessaires pour reboiser ces petites éclaircies-là. Fait que, tu sais, ça peut être des crédits pour la plantation comme telle, même pour préparer le terrain dans certains cas, pour entretenir la plantation aussi. Prochaine question. Est-ce que les ingénieurs forestiers appliquent certains principes de permaculture dans leur plan de reboisement? C'est des concepts qui sont souvent associés à l'agroforesterie, là. Mais oui, tu sais, il s'agit que le propriétaire exprime bien ses objectifs, là, notamment par rapport à la permaculture, puis l'ingénieur forestier peut en tenir compte, effectivement. Question. N'hésitez pas si vous avez des questions de vive voix. J'observe les mains levées. Dans un milieu humide boisé, est-ce que le prélèvement va toujours être partiel ou bien il peut y avoir une coupe totale? Dans certains cas, ça peut être une coupe totale si c'est justifié. On va prendre par exemple une forêt de frêne sur un milieu humide, puis là, le frêne étant infecté par la grille. Ben là, on n'a pas le choix. On peut appliquer une coupe de récupération totale. Puis là, ben, dans ces cas-là, effectivement, on pourrait reboiser par la suite, là. Donc, pour éviter qu'il y ait des montées de nappes phréatiques puis des envahissements par toutes sortes d'autres espèces qui ne seront pas forestières. Donc, oui, ça peut être possible en limitant les superficies. Là, il y a des règlements spécifiques là-dessus là, que je ne connais pas par cœur, mais qui doivent être vérifiés avant de procéder. Prochaine question. C'est le fun, il y a plein de belles questions dans la section clavardage. Est-ce qu'il existe des aides ou des exemples de projets collectifs réussis en aménagement de sentiers ou de pistes traversant plusieurs terrains forestiers de différents propriétaires au Québec? Oui, il y en a quelques exemples, là, j'en ai déjà vu. Ça, c'est sûr que ça implique là, une concertation des propriétaires. Il y en a qui se sont constitués en société avec des règles à suivre. Mais là, il s'agit qu'il y ait un transfert de propriété puis que ça tombe. Là, mais c'est un peu plus difficile à coordonner. Mais oui, effectivement, là, tu sais, tout le monde peut se donner un peu des règles communes là, pour avoir des sentiers que tout le monde peut partager, puis tout le monde pourrait contribuer aussi à entretenir ces sentiers-là. Puis des fois, c'est ça, une mise en commun de ressources pour permettre des projets plus rentables d'aménagement forestier sur plus d'une propriété à la fois. C'est sûr que ça devient plus intéressant, là. Ça peut être plus rentable pour les propriétaires. Il s'agit de se parler.
Euh, Jac- Jacinthe, je suis comme plus sûre. Est-ce que c'est une nouvelle question? Je pense que j'ai réussi avec Oui, mon ça trait. marche. Je suis tellement désolée, ça sera pas beau sur la vidéo. Ben, merci pour votre patience. Ben, dans le fond, la question sur la santé des sols, là, comme c'était au cœur de la présentation, je me demandais si vous avez des indices que vous voyez là, dans votre métier là, ou dans votre vécu, votre expérience là, d'éléments qu'on pourrait voir qui pourraient nous faire croire que la qualité de notre sol est peut-être problématique. Je ne sais pas s'il y a des indices dans... Bon, je sais que il y a beaucoup d'éléments qui peuvent venir en compte, là, mais est-ce qu'il y a des éléments qui devraient être surveillés par les propriétaires forestiers là, quand ils marchent dans la forêt, qui pourraient être des indices que le sol pourrait avoir un problème de santé, par exemple? Oui, et dans certains cas, ça peut être un manque de régénération. Ça peut être, il y a des espèces des fois qui sont associées à des sols plus minces sur des caps rocheux. Fait que là, on va avoir des espèces associées à ça qui s'adaptent un peu mieux. Tu sais, des fois, c'est des dénudés secs qu'on appelle. Fait que ça, c'est des sols peu fertiles. Puis c'est ça, là, fait que, tu sais, il peut y avoir des échantillonnages de sol qui se font là, pour vérifier ces aspects-là aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est de voir qu'est-ce qui se régénère là, principalement. Voir aussi la vigueur des arbres, là, des arbres dominants aussi. Là, ça peut nous donner une indication sur des sols là, qui pourraient avoir des carences. Parfait, merci. J'aurais peut-être osé une autre mini-question parce que j'ai vu que dans le chat, il y en a beaucoup qui faisaient référence au plan d'aménagement forestier. Là, il y en a qui posent la question sur le coût, tout ça, les subventions disponibles. Puis moi, je me demandais aussi si la partie bonifiée du Ouais. plan d'aménagement forestier, une fois qu'on a déjà notre plan d'aménagement forestier, un propriétaire forestier, est-ce que c'est possible de venir faire cet ajout-là Oui. bonifié ou il faut attendre les 10 ans du plan? Non, Puis c'est possible de le bonifier. Là. Il y a des petites règles administratives, là, mais oui, c'est possible là, d'utiliser un plan qui est déjà existant, puis d'en faire la bonification. Ben, évidemment, s'il y a des éléments sensibles là, qui sont identifiés sur la propriété, mais on en fait régulièrement de ça. Là. Fait que, oui, c'est possible. C'est financé à 100%. Là, fait que c'est sans frais pour le propriétaire. En tout cas, avec le programme actuel. Là. Mais pour faire le plan d'aménagement, je pense qu'il y a des coûts, hein. Le plan comme tel, le plan de base, normalement, il y a un frais là, qui est facturé par le conseiller forestier. Là. Ça, c'est variable, évidemment. Il n'y a pas d'aide financière directe là, pour le plan d'aménagement forestier. Là. Il y en a déjà eu à une certaine époque, mais là, tout ce qu'on peut avoir pour le plan d'aménagement forestier, c'est un crédit de remboursement de taxes foncières. Fait qu'habituellement, là, le crédit, il couvre les frais au complet, là, sauf exception. Fait que, tu sais, l'étape de base pour un producteur, là, un propriétaire il veut commencer la démarche, il dit là, ça me coûte un plan, mais il va le récupérer normalement dans le cadre du programme de remboursement de taxes foncières, s'il est admissible à ce programme-là, puis qu'il n'en bénéficie pas déjà via les programmes agricoles. Parce qu'il y a des propriétaires forestiers qui récupèrent déjà leurs taxes foncières avec le programme agricole. Là, c'est directement sur le compte de taxes dans leur cas. Fait que là, à ce moment-là, ils n'ont pas ce levier financier-là. Ah, j'avais oublié une diapo, je viens de voir. Il y avait d'autres services que je pouvais parler aussi. Là, on produit des cartes pour les propriétaires qui ont le goût de naviguer dans leur forêt sans se perdre. Là, c'est des cartes géoréférencées qui peuvent être importées dans des applications gratuites là, qu'on trouve sur le téléphone intelligent. Donc, on va faire afficher les limites de la propriété là, selon le cadastre. Il faut faire attention, ce n'est pas des plans d'arpentage, là, c'est un plan de cadastre. Puis on peut mettre toutes sortes d'éléments d'information, les cours d'eau, les sentiers, on peut faire des relevés. Ça, c'est un service qui est souvent offert par les conseillers forestiers parce qu'on utilise ces outils-là au quotidien. Puis on peut aussi faire en tout cas, nous autres, on fait ça, là, des évaluations d'arbres ornementaux, donc des arbres dangereux qui pourraient être
à couper, puis ça prend un permis municipal. Des fois, les compagnies d'assurance veulent avoir une expertise pour s'assurer que l'arbre il est solide puis il n'est pas dangereux. Fait que c'est d'autres types de mandats là, qui sont associés au service des conseillers forestiers. Tout ce qui est en ligne avec les arbres. Justement, parlant d'arbres, peut-être pour revenir dans le plan d'aménagement forestier, est-ce que les arbres fruitiers pourraient être considérés dans un plan d'aménagement forestier? On peut le considérer, tu sais, comme élément à conserver, élément de biodiversité. Il y aura pas d'aide financière pour planter ça. Mais tu sais, si le propriétaire dit, moi, j'ai des vieux pommiers antiques là, dans ma forêt, puis je veux les conserver, là, j'ai eu un projet dernièrement là-dessus, on les a tous identifiés, puis là, lors des opérations forestières de récolte puis d'aménagement qu'on avait à faire autour, ces arbres-là ont été protégés. Puis là, ben, après ça, ben, au moins le propriétaire, il y a des arbres fruitiers qui peuvent assurer des chevreuils. Des fois, c'est pour la chasse ou d'autres utilisations, mais oui, ça peut être des éléments de biodiversité intéressants à conserver. Mais il n'y a pas d'aide financière directement pour ça parce que ce n'est pas purement forestier, c'est pas pour de la production de bois ou autre chose. Si je peux permettre d'intervenir, j'ai un projet de permaculture dans un projet d'arbre à noix. J'ai un arbre à noix à tous les 25 pieds. J'ai un arbre légumineux à tous les 8 pieds. J'ai un arbre fruitier à tous les 8 pieds. Donc, pour chaque arbre à noix de 25 pieds, à 8 pieds, j'ai un arbre fruitier, un arbre légumineux à 16 pieds. Donc, je pense que c'est éligible comme arbre éligible aux subventions, au moins pour la déduction ou le crédit d'impôt pour les Oui, taxes municipales. C'est important de le dire. ouais, c'est ça. Dans le programme de remboursement de taxes foncières, tu sais, l'aspect normatif il est moins sévère, là, donc s'il y a de l'aménagement qui se fait un peu plus agroforestier, puis que ça cadre d'une définition, ben, c'est possible là, d'avoir certains crédits. Mais tu sais, le programme de subvention directe, c'est plus associé au projet purement forestier. Là. Je vais laisser la place à Stéphane Paradis. Allô, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. OK. Je me sens comme un intrus parce que je suis pas vraiment dans votre région, je suis pas mal plus au nord pour pas dire à la belle, mais j'étais intéressé. Puis, je sais pas si ça a plus ou moins parce que j'ai déjà mon PAF en 2023 sont venus chercher des arbres, tout le kit, mais j'ai deux questions que peut-être d'autres personnes seraient intéressées. Ma femme et moi, cette année, cet été, des castors sont venus sur mon terrain, puis on est tout excités. Je, je devrais être positivement excité ou négativement excité le fait que j'ai des castors, puis j'étais impressionné. Personnellement, j'étais impressionné de leur travail parce que j'ai le barrage qu'ils ont fait, puis le cours d'eau que ça a généré, c'est impressionnant. Mais c'est une bonne nouvelle pour moi sur ma terre de 75 acres ou c'est une mauvaise nouvelle? Selon votre opinion et votre Ça peut expérience. être une bonne nouvelle pour certaines personnes, puis une très mauvaise pour d'autres, là. OK? Ça dépend vraiment de ses objectifs, mais tu sais, le castor, il fait partie de l'écosystème, puis quand il développe son habitat, ça transforme le paysage de façon importante. Effectivement, des fois, tu sais, les mini-inondations peuvent devenir assez importantes. Puis là, on perd des superficies forestières productives parce que c'est devient inondé, les arbres meurent, mais en même temps, ça amène toutes sortes de biodiversité. Tu sais, si on ne pense pas juste en termes de production forestière, comme peut-être dans votre cas, ben, ça peut être une bonne idée. Tu sais, en Angleterre, ils ont rétabli le castor qui était disparu parce qu'ils se sont rendus compte que ça amenait beaucoup de biodiversité, puis que c'était une chaîne. Hein, fait que moi, je ne vois pas ça nécessairement négatif. Par contre, c'est sûr que c'est un barrage qui cède. Là, ça peut avoir des conséquences puis
Puis, tu sais, même sur les voisins, là, donc, des fois, moi, je dis que c'est à contrôler. Puis, il y a un super bel ouvrage là, qu'on a de référence je pense que c'était produit par la Fondation de la Faune pour gérer le castor, justement, puis de tu sais, permettre à l'eau quand même de circuler avec des petits systèmes et tout ça, là. Fait que, euh, fait que s'il est bien géré, bien encadré, je pense que ça peut être quand même intéressant d'avoir du castor aussi, là. Je suis content d'entendre ça parce que je suis du même opinion. Ma femme et moi, vous avez jamais vu des enfants aussi excités quand on a vu le barrage de Castor sur notre terrain. Puis, s'il cède, c'est quand même relativement loin de notre maison et de la maison du voisin. Fait que je suis pas Ouais, super. puis- Et puis la dernière question, là, je ne sais pas s'il y a du monde qui vont m'aimer, mais personnellement, je déteste l'érable de Pennsylvanie. Je trouve que c'est de la mauvaise herbe. Qu'est-ce que vous en pensez? ben, c'est considéré comme une espèce non commerciale. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour la plupart des forestiers, c'est pas une espèce désirée. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas de production de bois de chauffage, il n'y a pas de. Mais pour des considérations fauniques ou de biodiversité, ben, c'est pas un drame non plus, là. C'est pas considéré comme une espèce exotique envahissante, non. Fait que, tu sais, mais effectivement, on peut en retirer quelques-uns si on veut favoriser de la régénération plus intéressante pour la production de bois. Puis, juste pour vous dire, c'est que j'ai fait mon PAF en 2022. J'ai récolté, sont venus chercher le bois en 2023. Puis nous, on est du côté, euh, c'est 85. On a un retour fiscal sur les taxes municipales de 80. Ça équivaut toujours à 85% Ouais, de nos taxes municipales. exact. Et on est heureux avec ça. Puis, je suis impressionné de la technologie parce que sur mon terrain de 75 acres, ils ont pris 16 points avec l'ingénieur forestier, puis avec sa petite lunette magique. Un prisme. Il a été capable d'estimer la quantité de bois sorti de ma forêt. Je suis impressionné. Je Oui, suis effectivement, avec impressionné de la les inventaires technologie. forestiers, c'est assez précis là, ce qu'on est capable de générer comme tu sais, pour calculer nos volumes et tout ça. Mais pour le propriétaire ou n'importe qui, là, c'est disponible les volumes forestiers en estimation sur Forêt ouverte, là, qui est un site cartographique du gouvernement. Il y a toutes sortes de couches d'informations, dont les volumes forestiers approximatifs, là, donc, c'est maintenant ouvert, là, n'importe qui peut consulter ça. Fait que vous pouvez assez rapidement estimer des volumes forestiers disponibles sur votre propriété. Juste pour terminer, dans mon cas, l'évaluation était exacte à plus ou moins 400 $. J'ai été agréablement Bon, surpris. c'est très bon parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs variables à considérer, puis ça Mhm. n'arrive pas toujours aussi précis que ça. Ça. Puis la dernière chose, je le sais, je parle beaucoup, je m'excuse, c'est que c'est sûr que on réalise pas qu'ils partent avec le tronc, puis ils laissent les branches là. Ça fait que mes sentiers actuels, ça m'a pris 3 ans pour m'en remettre quand on n'a pas de machinerie pour réenlever toutes les branches qui sont restées dans nos sentiers. Mais à part ça, je suis très heureux. C'est ça, tu sais, les débris de coupe, ça, faut en être conscient, là. C'est effectivement toutes les parties de l'arbre qui sont pas commercialisables restent en forêt. Puis même, on aime mieux les étendre le plus possible qui pourrissent plus rapidement que de les mettre en tas. Les mettre en tas, c'est trop laborieux de toute façon. D'accord. Ces branches-là vont servir lors des opérations pour protéger le sol aussi, là. Fait que c'est sûr qu'ils se retrouvent toutes dans le sentier. Puis après ça, c'est un peu fatigant, mais il y a des entreprises avec des équipements spécialisés qui peuvent tout broyer ça, là, si on a les moyens, évidemment, là, parce que c'est coûteux, mais c'est possible de faire le ménage après là, avec des équipements et des entreprises spécialisées. Je vous dis que le revenu, moins les dépenses régénérées pour retrouver, ça tombe à zéro, mais
je pense que ça vaut la peine. Ça, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis. Merci. Ça fait plaisir. Encore une Peut-être fois, avant de passer la parole, M. Filion, je voudrais pas oublier une question, mais qui est en lien avec les bris de coupe, justement. Faire des copeaux avec les résidus de coupe, les étendre directement dans la forêt, est-ce bon? Est-ce qu'il y a un danger pour la propagation de la maladie? Des Non, maladies? ben, en fait, le broyage des débris de coupe, dans le fond, c'est que ça va accélérer un processus qui va se faire de façon naturelle. Tu sais, si on laisse juste les branches, ils vont finir par pourrir, puis ils vont engraisser le sol aussi, là. Mais en les mettant en copeaux, ben là, il y a plus de contact avec le sol, ça fait que ça va juste accélérer, puis c'est plus propre surtout, hein. Fait que c'est souvent pour des considérations esthétiques que les gens vont broyer les débris de coupe. Puis par rapport aux maladies, ben, tu sais, de toute façon, mettons, on va couper un hêtre, il va rester des branches. Fait que, tu sais, ça n'aura pas tant d'impact là, de sortir les arbres infectés, ce serait impensable ou à peu près, là. Je vais laisser la parole à M. Filion. Oui, donc ce serait pour compléter les commentaires pour M. Paradis sur ces castors. Moi, j'ai fait carrière en conservation des milieux humides, en restauration, et il doit surveiller. Ça dépend où est situé où sont situés les castors. S'ils sont dans une dépression, une vallée, les risques de mauvaises surprises à moyen terme sont pas si pires. Sauf que si c'est dans une zone plane, surveiller l'état des arbres dans le périmètre. Parce que le niveau de l'eau, c'est une indication, mais c'est la nappe phréatique qui est affectée par les castors. Et ça peut, à long terme, être surprenant l'impact que ça peut avoir. Mais je vous dis pas que c'est négatif, là. Je veux juste vous dire, pour la conservation de vos arbres, il faut que vous ayez un œil assez averti pour surveiller le niveau de l'eau, qui, lui, en nappe phréatique, va s'étendre sous les arbres, dans les racines, et à moyen ou long terme, c'est là qu'on constate qu'il y a un dépérissement. Puis le commentaire de M. Malo tout à l'heure en disant euh, contrôler le niveau d'eau, c'est essentiel. Parce que les castors, là, c'est un cycle. Ils vont être là un certain temps, ils vont consommer de matières ligneuses au pourtour et normalement, ils vont quitter parce qu'il y a moins de ressources et c'est naturel. Il y a les jeunes castors qui vont aller s'étendre, aller s'installer plus bas ou plus haut. Donc, c'est un cycle qui se fait. Donc, c'est très positif pour quelqu'un qui aime la biodiversité. Vous pourriez pas probablement réaliser ce genre de projet-là avec toutes les exigences environnementales et les permis. Les castors l'ont fait. Ils font de la maintenance, mais surveiller le niveau d'eau parce que dès que les castors, la colonie va commencer à baisser en puissance, le barrage va être moins entretenu et il risque de se détériorer. Et après 20 ans, c'est un cycle près de 20 ans, après 20 ans, ben, vous ramassez avec un grand espace sur votre propriété qui n'a pas beaucoup d'arbres qui poussent. Donc là, c'est un recyclage, mais c'est un cycle naturel. J'ai travaillé en Abitibi et il y avait des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'étangs de castors. C'était très dynamique, mais la forêt au pourtour risque d'être affectée pour la croissance et même mais si c'est dans une partie légèrement encaissée, vous êtes en voiture. Bonne chance. Oh, Je sais pas s'il y avait d'autres mains levées. Peut-être revenir au plan d'aménagement puis aux aides financières liées à ça. Il y avait une question sur voyons. Est-ce que l'aide financière, la subvention va-t-elle au propriétaire ou à l'ingénieur forestier? Comment ça fonctionne? Pour le plan d'aménagement forestier, Oui, ben, le plan d'aménagement forestier, là, de base, il n'est pas pour le subventionné. Ah, mais peut-être pour d'autres. Mais pour la bonification, là, on parlait du plan bonifié, ben, là, l'aide financière est versée direct au conseiller parce que c'est lui qui fait tout le travail, là. C'est un travail technique professionnel. Fait que le Puis pour- propriétaire, ça ne coûte rien. Mais pour la réalisation des travaux, les travaux sylvicoles, ben, l'aide financière peut être versée au propriétaire ou au conseiller. Ça, c'est au choix. Ça va être à déterminer là, dans les ententes
selon la formule d'intendance qui va être choisie, là, si je parlais de la formule autogérée versus clé en main, c'est souvent ça qui va déterminer qui reçoit l'aide financière, là, parce que dans la formule clé en main, ben, le propriétaire, il n'a pas les dépenses, puis le conseiller contrôle les revenus et les dépenses. Fait qu'il reçoit lui-même souvent là, l'aide financière, mais il y a toutes sortes de formules possibles là, selon l'entente que le producteur forestier peut avoir avec son conseiller. Puis d'ailleurs, il y avait une autre mention sur les services offerts par les conseillers forestiers. Peut-être pour répondre à la personne là, qui mentionne que vous êtes dans le coin de la Gaspésie, si je vois bien, à Percé. Mais peut-être voir, tu sais, chaque conseiller forestier a tu sais, ces services-là. Je vais faire un lien peut-être avec les cliniques dentaires ou les cliniques de médecins ou cliniques autres. Là, tu sais, chaque personne offre des services différents. Fait que peut-être tu sais, valider auprès de votre tu sais, de certains conseillers forestiers. Tu sais, tantôt, on parlait de voir 3 fiscalistes au moins, mais c'est ça, c'est un peu la même chose, là. Vous pouvez contacter d'autres conseillers forestiers pour voir les services offerts, puis vous entendre. Puis, tu sais, préparer aussi vos questions, vos attentes et tout ça, là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre forêt, puis vous informer, peut-être vous préparer un petit peu d'avance. D'ailleurs, je vais vous remettre un lien web là, pour ça. On a une petite fiche, une page web là, pour ça. Pour trouver un conseiller forestier, là, on peut aller directement sur le site de la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Puis là, il y a un accès là, à tous les conseillers forestiers. Sinon, ça peut être via les agences de mise en valeur de forêts privées. Il y en a une dans chaque région du Québec. Donc, ces agences-là accréditent des conseillers forestiers sur leur territoire. Fait sur leur site, là, ils ont toute la liste des conseillers. Fait que là, il s'agit d'aller voir ensuite c'est quoi les services à faire, puis c'est ça, comment qu'on veut travailler là, avec qui. Puis, Une autre source d'information aussi pour trouver un conseiller forestier, c'est l'Ordre des ingénieurs forestiers du ouais. Québec aussi. Ils ont un répertoire là, des conseillers que c'est possible de faire une recherche là, par région, par municipalité, par service et tout ça. Donc, ça aussi, c'est une source là, à travers le Québec. Dans le sud du Québec, mais sur le site de l'association, on a un répertoire, mais si vous êtes à l'extérieur de notre du territoire de l'Estrie-Montérégie, centre du Québec et la partie sud de Chaudière-Appalaches, mais c'est ça. On vous invite là, à voir les autres sources qu'on vient de vous mentionner. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y a déjà 20h19. On peut prendre peut-être d'autres questions en ligne. Moi, j'aurais En un ligne, autre. mais je voyais peut-on bonifier avec des arbres fruitiers, mais ça, je pense qu'on a répondu tantôt. On en a parlé tantôt. Ouais, c'est ça. Je... Moi, Oui, oui, allez-y. j'aurais un commentaire. Moi, j'ai des castors sur ma terre. Effectivement, c'est par cycle. Tous les 10 ans, il n'y a plus de bois à récolter par les castors. Ils s'en vont. 10 ans plus tard, ils reviennent. Moi, je les considère comme mes deuxièmes ingénieurs forestiers. Naturels. Pas professionnels. Naturels. Donc, je pense que c'est un atout pour la biodiversité d'avoir des castors. Peut-être pas en terrain plat. Moi, j'ai une baissière de 2800 pieds de long par 100 pieds de large. Les castors ont damé ça. Je voulais faire un étang artificiel qui m'aurait coûté 25 000 piastres. Ça m'a coûté 0 $. Les ingénieurs forestiers naturels l'ont fait pour moi. Donc, je pense qu'il faut valoriser le castor et arrêter de le détester puis de le chasser. C'est ce que je pense. Ces étangs-là aussi, une fois inondés, là, c'est la sauvagine après. Fait que, tu sais, ça peut avoir un paquet d'autres utilisations, là. Et aussi l'orignal pour les amateurs de chasse. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour des compléments d'informations sur la santé des sols, vidéos, fiches et tout ça, là, je vais
je vais demander à mes collègues qu'on vous envoie ça par courriel. Là. Je vais vous préparer des liens web complémentaires là, à notre rencontre d'aujourd'hui là, avec Forêt ouverte. Entre autres, je vais remettre aussi le guide là, pour le castor et tout ça. Fait que comme ça, là, vous allez avoir ça sous forme de courriel. Ça va peut-être être plus simple comme ça de bien vous retrouver. Donc, je pense qu'on est rendu à Oui. la fin. Je vois pas d'autres questions. Pourrais- Alors, oui, oui, monsieur. Pour Oui. ajouter un point, j'ai un progrès de migration assistée depuis 30 ans. J'ai 367 espèces d'arbres et arbustes différents sur ma terre. Euh, j'ai en tout cas, j'ai des collections de chênes, d'érables, de carriers, de fougères. J'ai une fougère de l'Alaska, entre autres. En tout cas, je pense que la migration assistée ne doit pas être euh, euh, promue de façon intempérée, mais je pense que c'est la voie de l'avenir. Il faut, et je ne suis pas le seul, j'ai été à une conférence sur une migration assistée il y a 2 ans et l'année passée. Je ne suis pas le seul, on est au moins 5 au Québec qui avons la même optique. Et je pense qu'il faut arrêter de planter les 21 espèces qui poussent au Québec, mais il n'y en a aucune autre qui pousse au Québec. C'est faux. J'ai 23 espèces de chênes qui poussent sur ma terre. J'ai des sycomores, j'ai des copanes d'Amérique, j'ai des tulipiers. Il faut pousser autre chose que des épinettes, des pins, des érables à sucre, puis des noyers. En tout cas, je pense qu'il faut diversifier beaucoup nos forêts et planter surtout dans le sud-ouest du Québec, surtout des feuillus. Arrêtez de planter des conifères et de conifériser le sud-ouest, le sud-est, sud-ouest du Québec. C'est une honte de la foresterie de conifériser le sud-ouest du Québec. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui osent se lever. Moi, ça fait depuis 1982. J'ai été le premier producteur forestier au Québec à avoir des feuillus au Québec. Le premier. Parce que j'ai exigé en 1980, je veux avoir des feuillus. C'est impossible, il n'y en a pas. J'en veux. 2 ans après, j'en ai eu. Le premier au Québec à en avoir eu. Je pense qu'il faut se tenir debout et arrêter de suivre comme des moutons. Donc, les ingénieurs forestiers doivent se mettre à jour et arrêter de toujours pousser les mêmes espèces. Il faut diversifier, surtout dans le sud-ouest du Québec, la région la plus chaude au Québec, avec 200 jours et plus de journées de croissance par année. Mhm. Je m'excuse, je me suis laissé aller. C'est parfait. Partagez votre opinion, c'est bien parfait. Donc, je vois pas d'autres questions, d'autres mains, d'autres. Alors, eh ben, merci beaucoup, Jean-Sébastien, de nous d'avoir Oui. répondu, d'avoir fait ta conférence et d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à vous tous, participants, là, d'avoir contribué aux échanges. Ça a été bien enrichissant. Donc, je vous invite là, à suivre les prochains événements là, via nos sites web, sites aussi de s'enraciner pour l'avenir et tout ça. Donc, merci.